Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passé de 19 minutes. C'est la deuxième partie de notre émission et le deuxième moment d'une semaine entièrement imaginée à partir du mot journal. Hier, Patrick Evenot nous aidait d'une part à retracer la généalogie des grands journaux quotidiens, d'autre part à éclairer le mystère de l'attachement à cette forme. Aujourd'hui, nous quittons la presse pour une entreprise au croisement de la fiction et du documentaire. Ce mot journal dit d'abord la succession des jours. C'est là son premier usage, la note du temps qui passe, des événements qui ont cours. Il est une forme littéraire immémoriale et s'utilise donc tout aussi bien en tant qu'outil de construction d'un personnage, permettant de rendre des intimités autant que des réalités sociales collectives. C'est un peu le cas avec le livre que l'on évoque aujourd'hui. César Faubras naît en 1899, meurt en 1968. Il est marin, expert comptable, écrivain et en quelque sorte chômeur dans les années creuses des années 30. C'est du moins ainsi qu'il se met en scène, lui, ses personnages, son narrateur dans Viande à brûler, sous-titré Journal d'un chômeur. En plus d'être l'auteur d'une postface renseignée, dans l'édition que publie Alia, vous êtes le petit-fils de César Faubras, sacré pseudonyme. Anthony Friston, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je dis que nous quittons la presse que nous évoquions hier. En réalité, on ne va pas la quitter tout à fait tout de suite, car César Faubras, ce grand-père au pseudonyme extraordinaire, publiait des articles, de nombreux articles. Dans quelle publication et quel genre d'articles ? Alors, d'abord, il a commencé à publier dans l'œuvre. Il a dû travailler pour l'œuvre pendant une année. Ça s'est passé après la première publication de son premier livre, Jean Le Gouin. Et puis ensuite, il a quitté l'œuvre pour Le Merle Blanc, qui était un journal comparable au Canard enchaîné à l'époque. Il a écrit dans le Merle Blanc jusqu'en 1938. À ce moment-là, le directeur du Merle Blanc, Eugène Merle, est mort et le journal a assez rapidement disparu. Et le dernier journal dans lequel il a écrit était SIA, Solidarité internationale antifasciste, qui était un journal libertaire qui était particulièrement préoccupé sur la guerre d'Espagne. Quel genre d'articles il publiait ? C'est variable. Parfois, c'était des articles critiques sur la vie politique de l'époque, et d'autres fois, c'était des reportages. Il y en a un qui est très beau, où il va dans un foyer pour SDF. Enfin, le mot n'existait pas, mais un foyer de clochards dans ces années 30. Comment vous les avez retrouvés, ces articles, et comment ils vous sont rendus accessibles ? Alors, ils étaient stockés dans la cave de la maison. De quelle maison ? De sa maison à lui ? Non, c'était dans la cave de la maison de ma mère. Et ils étaient plutôt assez bien réunis. On sentait que c'était une partie de son œuvre d'écrivain à laquelle il tenait, ou plutôt... Oui, parce que je sais qu'il avait gardé énormément de journaux. Mais là, ça va peut-être être une décision de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère avait décidé à un moment de vendre tous les journaux qu'elle avait conservés, beaucoup dataient de l'occupation, par exemple, et elle avait conservé ceux dans lesquels son mari avait écrit. Donc, c'est comme ça que je les ai presque tous. Vous, quand vous entendez parler de votre grand-père, vous en entendez parler plutôt comme un journaliste, comme un chroniqueur de son temps, ou véritablement comme un écrivain, un romancier ? Quand j'en entends parler dans la famille, oui. À peine comme un écrivain, puisque je le raconte, je crois, dans la préface ou dans la postface. Non, on en parlait comme quelqu'un d'original, de très intelligent. Mais j'ai appris comme ça, ma grand-mère m'expliquait ce que voulait dire pseudonyme et m'avait raconté que mon grand-père avait écrit sous un pseudonyme qui était César Faubras. Et comme ma grand-mère était assez menteuse, donc je suis allé voir ma mère, je lui ai demandé, qui m'a dit oui, effectivement, et ma mère m'a dit, il a écrit des livres sur les bateaux qui n'ont intéressé personne. Voilà, donc il n'y avait absolument pas un culte du grand écrivain dans la famille. C'est moi qui, ça m'a intrigué, j'ai voulu lire ses livres. Donc adolescent, quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'ai lu ses livres et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. C'était pas du tout enfin, les deux premiers parlent effectivement de ses souvenirs de marin pendant la Première Guerre mondiale, mais évidemment, c'est pas des livres sur les bateaux.
Et c'est pas des livres qui potentiellement n'intéressaient personne, puisque là aussi vous le racontez dans la postface de cette publication-là, il est pressenti en 1935 comme étant un potentiel Goncourt, donc on est quand même loin du bouquin jeté dans les librairies n'intéressant personne. Voilà, surtout Viande à brûler. Donc on a conservé aussi tous les articles de presse qui étaient parus à l'époque, et il y en a eu beaucoup sur Viande à brûler. Et puis il y a une histoire que je raconte aussi dans la postface sur l'histoire du prix Goncourt. Donc il était question qu'il ait le prix Goncourt 1935. Et puis, il ne l'a pas eu pour une question que lui-même ne comprend pas et commence un peu à comprendre après la guerre, des années après. C'est-à-dire ? Alors, donc, c'était Lucien Descaves, un écrivain qui était connu à l'époque, qui était membre du jury, qui le défendait, qui avait lu, je crois qu'il avait lu Jean Le Gouin d'abord, ensuite il a lu Mer Noire et les deux livres l'avaient passionné. Donc lui-même était l'écrivain, il est un peu oublié maintenant, mais il avait écrit Les Sous-Offs. Descaves. Voilà, Lucien Descaves. Et donc il était tout prêt à défendre la candidature de Faubras, et il lui a dit quand il l'a rencontré, même si moi je n'ai qu'une vote, je me débrouillerai pour que vous ayez le Goncourt. Et puis il se passe quelque chose, Descaves de rencontrer des gens, et on lui dit que Faubras est de la bande à Marcel Berger, écrivain absolument oublié aujourd'hui. Il semble que Marcel Berger ait été lecteur chez Flammarion. Donc peut-être que Marcel Berger soutenait effectivement les livres de César Faubras. Mais en réalité, Faubras et Berger, semble-t-il, ne se connaissaient pas. Ils se rencontrent des années après la guerre. Et c'est là que Faubras apprend un peu pourquoi il n'a pas eu le Goncourt. Enfin. Et pourquoi le fait d'être de la bande de Berger empêchait d'avoir le Goncourt en 1935 ? Ah, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Parce que j'ai essayé de savoir qui était Marcel Berger. Alors j'ai réussi à trouver des livres, on trouve des livres d'occasion qui sont assez difficilement, enfin celui que j'ai acheté était assez difficilement lisible, je dois dire. Et j'ai essayé d'avoir des renseignements sur lui et je ne trouve rien. Je trouve rien, mais beaucoup des amis de Faubras ont un peu disparu. Des gens comme, je parlais d'Eugène Merle tout à l'heure, Maurice Vulins. Alors des fois pour des, je dirais entre guillemets, des bonnes raisons. C'est-à-dire que beaucoup de ces écrivains ou ces intellectuels pacifistes des années 30 ont sombré dans la collaboration à partir de 40, ce qui n'était pas le cas de mon grand-père. Donc tous ces gens-là, évidemment, ils ont une période plus que difficile après la libération. Mais finalement, Faubras n'a pas bénéficié du fait qu'il n'ait pas collaboré. « 2 décembre 1934, 6h30. Le moment de préparer mon dîner. Pour la première fois de ma vie, je vais préparer mon dîner. Je ne sais pas grand-chose de l'art culinaire. Mais je crois pouvoir réussir des nouilles et des pommes de terre frites. Commençons par les nouilles. J'ai écrit 3 heures durant. Ça ne coûte pas cher et ça distrait. Je reprendrai mon cahier demain. Pendant la guerre, nombre de soldats tenaient un journal. Je suis un soldat de la guerre économique. Un simple soldat puisque je souffre. Et voici mon journal de misère. 4 décembre 1934. À 30 ans sonnés, il me faut subsister avec 10 francs par jour. 10 francs qui en font 2 d'avant-guerre. Je me souviens que dans mon bourg natal, les ouvriers agricoles gagnaient 2 francs par jour, mais ils avaient le logement et la nourriture de surcroît. Adolescent, je regardais ces gens-là comme fort misérables et fort méprisables. Mon père avait tort de m'apprendre à mépriser les gagne-petits, dont il parlait ainsi que de bêtes de somme. Il montrait au contraire beaucoup de considération à l'entrepreneur de battage, ancien valet de culture, qui avait des sous. Si mon père vivait encore, quelle honte serait la sienne de voir son fils mendiant. Mais s'il vivait encore, je ne m'en dirais point. Je lui aurais succédé comme géomètre arpenteur. Moi aussi, je suis une victime de la guerre, où mon père a laissé sa peau. Je n'ai pas cherché à devenir fonctionnaire, car entrer dans une administration, c'eût été renoncer à faire fortune. Et je voulais courir ma chance. Je l'ai couru, et me voici chômeur. Anthony Friston, Claire Rivière lit un extrait de Viande à brûler, qui est sous-titré Journal d'un chômeur. On est là au tout début du mois de décembre 1934. Extrait choisi parce qu'il prononce ce mot journal. Il dit c'est mon journal de misère. Il parle aussi des journaux que tenaient les soldats. Et en effet, il reporte des dates qui se succèdent à plus ou moins d'intervalles.
c'est un journal, on l'a dit, où la fiction est largement invitée à la danse. En quoi est-ce que cette forme-là est une forme importante pour votre grand-père? En quoi est-ce qu'il l'utilise et pas seulement ici? Oui, il l'utilise aussi dans son premier livre, Jean Le Gouin, qui est sous-titré Le journal d'un simple matelot de la Grande Guerre. Je pense que ça l'intéresse parce que quand on est dans cette situation de pauvreté, on est sans cesse confronté aux détails. Et la forme du journal donne l'occasion d'expliquer, d'écrire ces détails. Je pense que c'est la raison. Surtout. Et c'est ce que vous trouvez à la lecture de ces différents livres, c'est-à-dire une sorte d'application à décrire une vie quotidienne qu'il a ou qu'il n'a pas forcément vécue d'ailleurs. Oui, on voit ça aussi dans son journal tenu sous l'occupation, qui était paru il y a 2 ans chez Alia, où il y a... alors c'est plein de renseignements pour ceux qui veulent étudier la vie quotidienne sous l'occupation, parce que il y a le prix des aliments, et en même temps, j'espère que ce n'est pas fastidieux. Je pense que peu de livres donnent autant l'impression de ce que devait être la vie quotidienne des chômeurs ou la vie quotidienne des gens, des Parisiens sous l'occupation. Est-ce que vous êtes en mesure de faire la part entre ce qu'il a véritablement vécu et ce qu'il met complètement en scène? C'est-à-dire que le talent d'auteur est indéniable, il y a énormément de parties dialoguées. Finalement, l'ouverture d'un nouveau jour est pour lui à chaque fois la possibilité de démarrer une sorte de petite nouvelle, quoi. Est-ce que vous savez qui de quoi est vrai? C'est difficile. Il y a des moments où je me dis ça doit être une expérience qu'il a vécue. Notamment, il y a l'un des personnages qui est un ancien marin. Je pense que certains détails qu'il donne de la vie des marins dans l'entre-deux-guerres devaient sans doute être quelque chose qu'il avait vécu, puisque après, donc il s'est engagé comme mousse en 1914, quelques mois avant la déclaration de guerre. Il est resté dans l'armée, dans la marine jusqu'en 1922. Et après, il a travaillé il a passé son diplôme de capitaine au long cours. Donc, il était capitaine de la marine marchande. Donc, c'est quelque chose qu'il connaissait très bien. Et à d'autres moments, je pense que ce sont des amis à lui qui lui racontaient ce qu'était la vie. Je me suis posé la question, par exemple, parce qu'à un moment dans une interview, il dit qu'il a vraiment vécu dans l'hôtel. Alors j'ai essayé de regarder toutes les adresses que j'ai de lui dans ces années 20-30. Je vois rien qui ressemble absolument à un hôtel. Donc est-ce qu'il a, à un moment, vécu dans un tel hôtel ou est-ce que c'est une pure fiction? Je ne sais pas. Alors justement, pour parler un peu plus précisément de la fiction qu'il réussit à mettre en place via ce journal et ce déroulement régulier, on est 34, 35, 36 même, ça va jusqu'à 36 celui-ci. Le journal le livre est paru fin 35, en octobre 35. Donc il parlera de ce qui se passe après dans un autre livre qui n'est pas... Et donc là, on a vraiment l'organisation d'une vie quotidienne de jeunes gens. Ils ont tous autour de 30 ans, ils sont tous dans la dèche totalement et ils s'organisent un peu autour d'un lieu qui est ce fameux hôtel. Qu'est-ce qui les préoccupe au tout début? C'est-à-dire qu'il y a la première scène où il s'inscrit au chômage et où il découvre sa situation presque. Mais en fait, très rapidement, il revient sur la guerre, il revient sur le vécu de soldat, il revient sur le père lui-même soldat. Et du coup, non mais j'ai l'impression que en fait la première partie du livre est principalement portée sur l'expérience du soldat. Oui, c'est les livres de Faubras, c'est vraiment des livres des années 20-30 qui expliquent très bien ce qui va se passer après en 40. C'est-à-dire alors, ce qu'il va encore mieux décrire dans La débâcle, quand il écrit les propos tenus par les soldats prisonniers de guerre avec lui en 1940 et qui explique pourquoi ils étaient aussi peu mobilisés, parce qu'ils avaient beaucoup vécu la guerre de 14-18, vécu les événements de 36, la déception du Front populaire, et c'est vraiment quelque chose que Faubras décrit très très bien. Ensuite, il y a vraiment en effet ce point central qu'est le chômage, l'argent que l'on touche, combien l'on touche, à qui l'on donne. Comment expliquer les différents points de vue qui sont apportés ou comment décrire les différents points de vue qui sont apportés sur ce sujet propre ?
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les milieux sociaux des différents habitants de l'hôtel sont très différents. C'est-à-dire que Paul Thévenin, le personnage principal de l'histoire, lui, vient d'un milieu très bourgeois. Il explique qu'il a vécu très facilement avec beaucoup d'argent dans les années qui ont précédé. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a un qui est électricien, il y en a un qui est marin, je l'ai dit. Donc, tous viennent de milieux sociaux très différents et ils se retrouvent tous dans cet hôtel. Et il y a une espèce de solidarité incroyable qui se construit. Il y a les époux Voulas qui ont une petite fille, il y a la prostituée de l'hôtel, voilà. Et tous, au départ, ont des situations très différentes et là, ils se retrouvent tous au chômage et tous dans la même situation. C'est ça qui vous a principalement intéressé quand vous découvrez ces livres-là, quand vous découvrez leur existence, je ne sais pas exactement d'ailleurs sous quelle forme leur manuscrit. C'est ce qui vous arrête ou c'est le fait que ce soit l'œuvre de votre grand-père ? Oui, au départ, c'est le fait que ce soit mon grand-père, oui. Alors, ça dépend. Les livres, d'abord, j'ai commencé à lire les livres qui avaient été publiés à cette époque-là. Donc, il y en a 4. Et puis Viande à brûler en fait partie. Voilà. Il y en a 4. Et puis ensuite, j'ai retrouvé des manuscrits. J'ai retrouvé son journal tenu sous l'occupation. Et puis, un livre, par exemple, qui se trouvait entre le premier et le troisième. Le premier étant Jean Le Gouin, le troisième étant Mer Noire, son récit des mutineries de la Mer Noire. D'ailleurs, la question que vous me posiez tout à l'heure, s'était posée pour Mer Noire. Longtemps, je me suis demandé s'il avait participé véritablement aux mutineries, parce que j'avais toujours en tête, ma grand-mère m'avait dit, tout ce qu'il décrit est vrai. Et j'en avais conclu que tout ce qu'il décrivait, il l'avait vécu. Alors j'ai regardé ses états de service très minutieusement. Non, en fait, il n'a jamais été en Mer Noire, il n'a pas participé aux mutineries, mais il connaissait des marins qui avaient participé. Et ça faisait partie de votre travail ou de votre préoccupation de pouvoir vérifier via des archives, via des recherches, que ce qui était écrit était vrai ? Oui, j'ai un goût pour l'archive et oui. Mais c'est-à-dire que par exemple, vous avez mis en branle tout un travail pour vérifier ça avant republication ? Pendant. Oui. Et donc ? Et donc quoi ? Et donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en tirez ? Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des choses a été inventée ? Est-ce que vous avez l'impression que... Non, je pense que c'est basé sur des choses vraies, mais qu'il n'a pas toujours vécues. Ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, je pense. Il y a des personnages, il y a un personnage assez curieux qui a, je crois que c'est justement le marin qui a un nom polonais. Je me suis demandé pourquoi il avait un nom polonais. Alors, je ne suis pas sûr, mais mon grand-père était ami avec André Wierzbolowiez. Et André Wierzbolowiez est un personnage sur qui on a assez peu d'informations, mais c'était un membre du Parti communiste qui a été exclu parce que je crois qu'il s'opposait à l'alliance PCPS. Et moi, j'en ai entendu parler quand j'étais petit par ma grand-mère d'André Wierzbolowiez. Donc, c'était vraiment un militant communiste qui, je crois, écoutait les chants de l'armée rouge tout le temps chez lui. Et je pense que peut-être ce personnage qui a un nom polonais vient peut-être d'André Wierzbolowiez. Voilà. Janvier 1935. Quoique ne me connaissant pas en peinture, il m'arrivait parfois de visiter une exposition, à cette époque, et j'émettais des jugements définitifs, toujours bien accueillis par Simone. Je pensais qu'un tableau n'est bon qu'autant qu'il reproduit fidèlement la nature, et que l'avis d'un gamin, en pareille matière, vaut celui du plus illisible des critiques professionnels. J'étais pompier, quoi. Mon opinion n'a pas changé, malgré les théories saugrenues dont Chédeau m'a rebattu les oreilles. Comment donc aurais-je pu regarder sans rire la toile d'Albert, où la mer que je voyais verte était rouge, où les roches brunes étaient violettes, où le petit bateau de pêche aux voiles blanches était un pâté bleu foncé, et une douzaine de tranches ou vagues bien parallèles coupaient cette mer écarlate, toute surmontée d'une ligne jaune figurant l'écume. En vérité, pour fabriquer des marines aussi évocatrices, Albert eût pu travailler de chic dans un sous-sol.
dans la voix de Claire Rivière, un nouvel extrait de Viande à brûler. Ici, on est au début de l'année 1935 et il est question de peinture. Fini, relégué, les listes de prix des denrées, les listes des allocations données à un tel ou un tel, les parcours scabreux et les escroqueries qui agitent aussi la vie de cet hôtel. Là, on est en plein dans des considérations artistiques, à savoir comment regarder un tableau qui, si on le comprend bien, commence à s'abstraire, une peinture qui commence à s'abstraire. C'est aussi, il me semble, ce qu'apporte ce journal, ce faux journal d'un chômeur, c'est-à-dire que en dehors de tout ce qu'il dit de politique et de social, il y a quelque chose de la vie, de ce milieu des années 30, qui apparaît, qui surgit. Là, il est question de peinture et d'art, mais il est aussi question d'amour, de sexe, de ville. Dans quelle mesure est-ce que la part la plus grande est faite à cette vie-là qui outrepasse le social, l'économique et le politique ? Je pense que le regard du personnage principal sur l'art un peu d'avant-garde qui semble être décrit devait être celui de mon grand-père. Puisque je sais qu'à la fin de sa vie, il a peint et c'était catastrophique, quoi. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc je pense qu'il devait partager ce regard sur l'art d'avant-garde, je pense. Il en profite pour distiller ici et là dans les différents chapitres ces choses-là, notamment aussi sur les femmes, par exemple. Il y a quelque chose qui est très fort dans la description des rapports hommes-femmes. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur certains points, c'est quelqu'un qui est d'une lucidité qu'on a du mal à imaginer. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui comprenait très bien la vie politique de son époque, qui était en avance, qui avait un regard très indépendant. Et sur certains points, eh bien, c'était tout le contraire. Je pense qu'il avait une incompréhension totale par rapport à l'avant-garde. Je ne sais même pas ce qu'il connaissait, ce qu'il savait. Et puis par rapport aux femmes, c'est dramatique. C'est-à-dire comment vous décririez tous les personnages, les personnages féminins sont surtout sa femme, la femme du personnage principal. Alors il en profite à la fois. On a l'impression que c'est un mélange de misogynie et d'anti-stalinisme, puisque cette femme est à la fois présentée d'abord comme une communiste militante. Et puis, voilà, je ne vais pas dire l'évolution du personnage de cette femme, mais bon, c'est assez terrible. Il est très dur. Et puis, un autre moment du livre, un moment, il arrive à trouver un emploi. Il va se faire renvoyer très, très vite pour une faute mineure. Et il discute avec quelqu'un qui travaille dans cette entreprise, et qui lui dit, mais toutes ces femmes qui travaillent, si elles restaient à la maison, ça ferait du travail pour les hommes. Et je ne suis pas loin de penser que quelque part il devait le penser aussi. Alors évidemment aujourd'hui on se dit mais quoi qu'est-ce ça évidemment ça vieillit, mais c'est l'époque, c'est la mentalité de l'époque. Quand vous ouvrez l'autre journal, celui qu'il écrit sous l'occupation, qu'est-ce que vous remarquez comme profond changement, à la fois dans son écriture, dans ce qu'il décrit du monde, dans la façon dont il organise son récit, dans la part de fiction qu'il donne, qu'il laisse à son écriture? Il y a très peu de part de fiction. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il ne parle pas de lui-même dans ce journal. Dans celui-ci, Viande à brûler, ou dans l'occupation? Dans le journal tenu sous l'occupation. Dans Viande à brûler, je ne sais pas, c'est un peu un mystère. Mais dans le journal tenu sous l'occupation, on a l'impression qu'il vit seul, qu'il n'a ni femme ni enfant. Or, il avait une femme et une fille. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant, parce que moi, je suis un fan de Paul Léoto et de Michel Léris, et donc des gens qui sont obsédés par eux-mêmes, on pourrait dire. Et chez lui, on voit, je pense que ce qui se passait, c'était quelqu'un qui adorait écrire dans les journaux. Et il ne pouvait plus écrire dans les journaux de l'occupation, évidemment. Et donc, il se défoulait en quelque sorte dans son journal en écrivant ce qu'il aurait écrit s'il avait été encore capable d'écrire dans les journaux. Donc finalement, ça devenait davantage des recueils de pamphlets, des recueils de critiques sociales, des recueils d'éditos politiques. Oui, il y a, je dirais, il y a très peu de fiction là. D'ailleurs, c'était pas un livre qu'il comptait publier. À ma connaissance, il n'a jamais essayé de publier ce journal. Je crois être la première personne à le lire. Je ne suis même pas sûr que ma grand-mère l'ait lu. Peut-être que ma grand-mère l'a lu. En tout cas, ma mère ne l'a pas lu puisqu'elle n'avait pas lu les livres de son père. Oui, je pense que je dois être
Je dois être le premier. Comment est-ce que vous réagissez quand, tournant les feuilles de ces différents manuscrits, vous ne trouvez finalement que peu de traces de l'homme, apparemment sur les traces desquelles vous êtes mis? C'est-à-dire que c'est assez paradoxal. Il semble que votre intérêt soit pour l'homme que vous cherchez. Ouais. Et en fait, dans ces livres-là, il se dérobe en permanence. Oui, c'est très frustrant. J'avais rencontré il y a quelques années, pas mal d'années maintenant, quelqu'un qui l'avait connu. Je crois qu'il avait dû le connaître à sa période du syndicat. Il était plus jeune que lui, c'était un marin qui était, je crois, radio. Et je l'avais interrogé sur sa vie privée. Sur la vie privée de votre grand-père. Voilà, oui. Donc j'avais su aussi des choses par ma mère, mais relativement tard. Et c'est un autre personnage quelque part. Et ça, je crois que ça restera jamais inconnu, puisque les gens qui l'ont connu sont morts. Voilà. Je sais quelques bribes, mais bon, j'en parle pas parce que ça n'a pas d'intérêt par rapport à son travail littéraire. Je dirais, lui-même aurait, je pense que sa vie privée quelque part ne l'intéressait pas, on pourrait dire. En tout cas, il n'en faisait pas mention dans ses textes, et c'est une façon ou bien de ne pas s'y intéresser, ou bien de s'y intéresser tellement qu'on considère que ça n'a pas à apparaître dans un livre. Peut-être. Ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure en parlant de la peinture, c'est que vous avez dit qu'il peignait, vous n'avez pas dit que vous peignez. Il y a un travail de filiation qui joue quand même dans l'idée de publier les livres d'un aîné qui est à l'œuvre. C'est une façon de faire œuvre de filiation que de publier ces livres-là, j'imagine. Est-ce que de peindre a un lien aussi de filiation avec l'idée qu'il pouvait peindre lui à la fin de sa vie? Alors, je raconte dans la postface à la débâcle que mes premiers tableaux ont été peints avec les vieux tubes de peinture à l'huile qu'il avait utilisés. Alors, ça devait être quelque chose comme 20 ans avant. Non, pas tant que ça finalement. Un peu plus de 10 ans après. Après sa mort, vous voulez dire? Oui, voilà, il est mort en 68 et j'ai dû commencer à peindre en 80. Donc quelque part, mais quand j'ai fait ça, je me rendais pas compte du poids que ça pouvait avoir. C'est avec le recul des années après, je me suis dit tiens quand même. Et puis aussi évidemment tout le travail que je fais pour la republication, mais c'était aussi par rapport à ma mère, parce que comme je l'ai dit, ma mère n'avait pas lu les livres de son propre père. Et ça, je l'ai su très tard. J'avais toujours cru qu'elle les avait lus. Et c'est quand Jean Le Gouin avait été republié il y a quelques années que je lui ai montré. Et puis elle le lit, et puis elle me dit oui, c'est intéressant, mais c'est très troublant de lire son propre père décrire des scènes de bordel. Alors je lui dis mais tu le savais ça? Et elle me dit mais non, je l'avais jamais lu. Et c'est là que j'ai appris que ma mère n'avait pas lu les livres de son père. Ça me paraissait incroyable, et en même temps ça expliquait les rapports de ma mère à l'art, je dirais. Voilà. Et quelque part, ce que je voulais aussi, c'était... Là, on est vraiment hors sujet, hein, mais... c'est pas sûr. Je voulais lui montrer que les livres de son père avaient été importants à l'époque et étaient toujours importants. C'est pour ça que je voulais les republier. C'est une importance qui tenait pour vous, en dehors du fait que ce soit votre grand-père et son père, à des positions politiques, à un témoignage social ou à tout ce que de la vie grouillante des années 30 réussissait à passer dans ces livres? Tout me passionne, je dois dire. Surtout à l'époque où je les ai découverts, j'étais sans doute beaucoup plus passionné par la politique que je ne le suis aujourd'hui, encore que ça m'intéresse. Mais dans ces années, quand j'avais 16, 17 ans, que je découvrais ça, oui, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai dû affronter les difficultés économiques et financières. Aujourd'hui, comme toujours, je veux dire au pays toute la vérité. Cette vérité, la voici. La vérité, c'est que notre économie est profondément atteinte. C'est que le profit légitime tend à disparaître. C'est que le chômage partiel s'accroît dans les entreprises. C'est que notre balance commerciale nous appauvrit. C'est que nos statistiques de production demeure un sujet d'humiliation pour les Français. La vérité, c'est qu'avec cette économie anémiée, le budget de l'État se retrouve inévitablement en déficit, c'est que les besoins du Trésor épuisent l'épargne, dégradent le crédit public, assèchent le crédit privé et menacent le crédit monétaire.
le gouvernement responsable des destinées du pays ne peut pas tolérer que se prolonge une situation aussi grave. Il ne saurait être question de doctrines ou d'expériences. Anthony Friston, on n'a pas fait exprès, mais c'est un discours de 1938 de Daladier qui pourrait quasiment être superposé à des discours de François Hollande ou de son nouveau Premier ministre en 2014. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement contemporain. C'est très classique de dire ça, c'est assez banal de dire ça quand on lit Viande à brûler. N'empêche que ça pourrait être évidemment écrit aujourd'hui quasiment de la même plume, avec les mêmes anecdotes, en remplaçant les francs et les anciens francs par les euros. Quand vous publiez, est-ce que vous avez aussi la sensation d'aller apporter quelque chose qui peut éclairer la situation politique et sociale du XXIe siècle, ou alors ça n'est pas du tout votre sujet? Ah oui, hélas, c'est un livre qui est d'actualité depuis 72, 73, enfin... j'ai 50 et quelques années, je veux dire, j'ai toujours vécu la crise finalement. Enfin, je n'ai que des souvenirs d'enfance dans une période de prospérité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est particulièrement d'actualité, mais on l'aurait publié il y a 20 ans, il y a 15 ans, il aurait été tout autant d'actualité. Ce qui change aujourd'hui, c'est que je pense que de tels témoignages sont moins rares qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, je crois que c'est le seul livre qui a été publié sur la vie des chômeurs. Alors, il y a un autre livre, mais qui ne se passe pas à Paris, dans la ville, qui est plutôt des ouvriers dans des mines, qui s'appelle La Grande Menterie. Je crois que l'auteur est Soarnais, je crois, à vérifier. Mais à chaque fois d'ailleurs, ça a été les livres qu'il a écrits ont été les seuls qui existaient à l'époque. Même chose pour ses livres, ses témoignages de marins. Comme la plupart des mousses des marins étaient à peu de choses près illettrés, ils étaient incapables de dire ce qu'ils avaient vécu. Et lui s'est engagé dans la marine à 15 ans. Mais c'était quelqu'un qui aurait pu faire des études, c'est-à-dire qu'il venait d'une famille aisée. Je crois qu'il a dû faire son premier trimestre au lycée, en seconde. Et puis il raconte dans un texte qu'il avait été éduqué dans l'idée de la revanche par rapport aux Prussiens, et que quand il s'est engagé dans l'armée, c'était quelques mois avant la guerre de 14-18, mais c'était vraiment dans cette idée-là de combattre les Prussiens. Voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Vous disiez ça par rapport à son éducation, par rapport à la rareté de ce témoignage-là. C'est-à-dire que ça lui donnait les outils tout de même pour témoigner de quelque chose dont on ne témoignait pas. Voilà. Et ce sont les seuls livres écrits. Alors, il y a des témoignages d'officiers plus ou moins romancés. Et d'ailleurs, il dit que la raison pour laquelle il a écrit Jean Le Gouin, c'est que étaient parus à l'époque des livres écrits par des officiers. Je pense que c'était des livres écrits par Paul Schack, qui était un peu son ennemi dans cette histoire de la marine, et qu'il était révolté parce que c'était absolument faux ce qui était raconté de la vie des marins pendant la guerre de 14-18, où on prétendait que chaque capitaine de bateau avait fait couler 2 ou 3 sous-marins. C'était absolument faux. En fait, la plupart des cuirassés étaient planqués dans les ports en Afrique du Nord. Parce que il y avait la menace effectivement des sous-marins, mais il y a très peu de combats. Dans le premier, donc, il raconte le torpillage du Danton. Donc, je crois que dans le livre, il s'appelle le Robespierre, qui est un torpillage exact. Alors, lui-même n'était plus sur le Danton quand le Danton a été torpillé, mais comme il avait servi sur le Danton quelques mois auparavant, il avait des témoignages d'amis à lui qui étaient marins. Donc, finalement, pour en revenir à la question du tout début de cet entretien, à savoir la pertinence de l'utilisation de la forme journal pour écrire de la fiction, c'est très lié à l'idée du vrai, c'est très lié à l'idée du témoignage, c'est très lié à l'idée de porter quelque chose qui a vraiment existé au jour le jour. Oui. Comment est-ce que sa carrière d'écrivain s'arrête ? Alors, après la guerre, donc, il décide de ne pas publier dans les journaux d'occupation. Et après la guerre, il essaye de publier. Alors, il y a des livres qui semblent avoir disparu, mais il essaye
plusieurs fois de publier, alors dans les années 40, mais jusqu'aux années 60, c'est-à-dire un moment où il était déjà malade et où il a essayé d'envoyer son manuscrit donc celui qui s'appelait Sondage 1940, mais qui a été publié il y a 2 ans par Alia sous le titre de La débâcle. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que il a conservé les lettres des éditeurs, et les éditeurs semblent très bien comprendre ce qu'il y a de nouveau dans ces livres, et ils prennent ce prétexte pour ne pas les publier. Voilà. On change de géographie et on change un peu d'époque et on change aussi de format. En fait, on change tout.